En 1587, un petit groupe de colons anglais a réussi à établir une petite colonie sur l'île de Roanoke, au large de la côte est de l'Amérique du Nord. Cette colonie était sur le point de devenir la première colonie anglaise permanente dans le Nouveau Monde, servant de point d'appui pour une expansion supplémentaire et des opportunités économiques. Pourtant, le destin avait d'autres plans. Quelque part entre la fondation de la colonie en 1587 et le retour de son leader, John White, en 1590, la colonie sur l'île de Roanoke a disparu sans laisser de traces. C'est vrai, 115 personnes ont tout simplement disparu dans la nature. Leurs nouvelles maisons, autrefois fières et débordantes de potentiel, ont été démantelées. Les bateaux de la colonie le long du rivage étaient introuvables. Tout ce qui pouvait être emporté avait été dérobé, laissant l'ancienne colonie prometteuse n'être qu'un simple écho de ce qu'elle était auparavant. Cependant, de manière intrigante, cet acte de disparition n'a pas été fait entièrement sans laisser de traces. Tout ce qui restait était un mot cryptique gravé sur un poteau en bois. Croatoan. Cette unique inscription énigmatique allait alimenter des siècles de spéculation, d'investigation et de mystères entourant le sort de la colonie de Roanoke, qui est devenue célèbre sous le nom de la colonie perdue. Mais qu'est-il arrivé aux malheureux habitants de la colonie perdue? Comment 115 personnes peuvent-elles simplement disparaître? Si vous cherchiez des réponses dans la culture populaire, vous seriez confronté à une multitude d'explications paranormales. Selon certaines sources, Croatoan est dépeint comme un vampire, un puissant démon ou un meurtrier à l'apparence humaine. American Horror Story détourne légèrement ce récit, faisant du mot Croatoan un déclencheur pour des horreurs surnaturelles. Bien sûr, ce ne sont toutes que des interprétations fictives, suscitées par l'étrangeté persistante de la disparition réelle de la colonie de Roanoke. Oui, vous avez bien entendu. Nous avons dit reste. En 2024, il n'y a toujours pas de réponse définitive quant à ce qui est exactement arrivé à la colonie. Cependant, il existe des théories nombreuses et plausibles, et aucune d'entre elles n'implique de créatures surnaturelles. Allez comprendre. Mais pour comprendre comment les historiens et les chercheurs ont élaboré ces théories, nous devons d'abord examiner les preuves historiques et le contexte entourant la colonie de Roanoke avant qu'elle ne devienne la colonie perdue. En d'autres termes, nous remontons dans le temps. Nous commencerons notre voyage en 1578, près d'une décennie avant l'établissement de la colonie de Roanoke. C'était l'année où la reine Elizabeth Pirreta a accordé une charte à Sir Humphrey Gilbert, un aventurier et soldat anglais, pour explorer et coloniser des territoires non revendiqués par les royaumes chrétiens. Naturellement, convertir la population du Nouveau Monde au protestantisme était l'un des motifs qui ont motivé l'exploration sanctionnée par la reine Elizabeth. D'autres motifs avaient du plus à voir avec l'attrait de richesses inouïes. Gilbert voyait la carte de la reine comme une permission de revendiquer tous les territoires au nord de la Floride espagnole, ou la Florida, la première tentative de colonisation anglaise dans le Nouveau Monde. Malheureusement, il ne revendiquerait qu'une infime partie de ces territoires, maintenant St. John's, Terre-Neuve, avant son décès en 1583. L'année suivante, la reine Élisabeth divisa la charte entre son frère, Adrian Gilbert, et son demi-frère, Walter Raleigh. Avec sa charte, Adrian pouvait revendiquer Terre-Neuve et les territoires s'étendant vers le nord, où les routes commerciales tant recherchées vers l'Asie pourraient potentiellement être découvertes. Quant aux terres du Sud, elles ont été accordées à Raleigh, malgré le fait que l'Espagne ait établi des revendications antérieures sur une grande partie de la région. Sa tâche principale était d'établir une colonie d'ici 1591 servant de base pour des raids contre la flotte de trésors espagnols. L'échec n'était pas une option, car cela priverait Raleigh du droit de coloniser ces terres du Sud tant convoitées. Cette disposition explique pourquoi il n'a pas abandonné, même face à d'immenses défis et revers. Certains des défis continueront à hanter la colonie de Rona plus tard, et pour répondre même contribuer à son destin, il est donc essentiel d'explorer en détail la poursuite implacable de Raleigh. Raleigh a entrepris sa première expédition en avril 1584 utilisant 2 navires dirigés par des capitaines anglais, Philip Amadas et Arthur Barlow. Les navires ont atteint les banquises extérieures de l'actuelle Caroline du Nord 3 mois plus tard, en juillet 1584. Là, les explorateurs ont rencontré des tribus algonquiennes qui étaient pour la plupart hospitalières. Ils ont même ramené 2 autochtones en Angleterre avec eux,
Wanchese, un Sekotan, et Manteo, un Croatan. Tout compte fait, cette expédition a été considérée comme un succès massif. D'une part, elle a démontré que la région était riche en ressources, ce qui est prometteur pour de futures installations. D'autre part, cela a donné aux investisseurs anglais toute la confiance pour financer cette colonie et toutes les expéditions ultérieures. Raleigh lui-même a également vu un gain personnel massif. Impressionné par ses efforts, la reine Élisabeth l'a fait chevalier en 1585, le proclamant seigneur chevalier et gouverneur de Virginie, ce qui est le nom des Nouvelles Terres. Mais Raleigh, ou maintenant Sir Walter Raleigh, n'a pas oublié sa tâche principale. Il a réalisé de nombreux croquis et peintures de la Terre, y compris les peuples autochtones et la flore et la faune de la région. Il a également réuni les fonds nécessaires pour parrainer une deuxième expédition à l'île de Roanoke, qui était également la première tentative d'établir une colonie là-bas. Armés de connaissances et de ressources, 7 navires commandés par Richard Grenville ont quitté Plymouth, en Angleterre, transportant 600 soldats et marins. Parmi eux, 2 noms sont particulièrement notables, Ralph Lane et John White. Si vous vous souvenez, c'est la 2e fois que nous mentionnons White, car il était le gouverneur de la colonie de Roanoke. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, nous sommes en avril 1585, lorsque la plupart des 7 navires dirigés par Grenville ont été endommagés ou détruits par une violente tempête dans l'Atlantique. Pour cette raison, Grenville a redirigé les navires vers Porto Rico pour des réparations. Cependant, cette rencontre tumultueuse semblait servir de pressèche pour ce qui allait suivre. D'abord, la relation entre Grenville et Lane a commencé à se dégrader à mesure que des désaccords surgissaient sur la direction et les priorités de leur expédition. Ensuite, quelques-uns des plus grands navires, maintenant réparés, ne pouvaient pas passer par les criques proches de l'île de Roanoke, forçant les explorateurs à les laisser ancrer au large de la côte atlantique. Comme les navires étaient très vulnérables aux intempéries dans leur nouvelle position, le prochain malheureux événement ne devrait pas surprendre. L'un des navires ancrés, le Tiger, le navire amiral de Grenville, a été gravement endommagé lors d'une violente tempête qui a également décimé ses réserves de nourriture. Décidant qu'il en avait assez, Grenville est retourné en Angleterre pour ramener plus de colons et de fournitures. Cependant, Lane était resté derrière, avec environ une centaine de colons chargés de construire des habitations temporaires et une fortification. Au début, les choses se passaient bien pour la colonie à venir. Ils ont rapidement pris contact avec les Amérindiens locaux, ayant réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de survivre sans eux. Cependant, les colons sont rapidement devenus avides et vicieux, kidnappant les Algonquins pour extorquer des fournitures ou extraire des informations. Ils ont également déchaîné des maladies anglaises, comme la variole sur la population indigène, exacerbant encore les tensions. Les tribus algonquines n'ont vu qu'une seule issue à cette situation de plus en plus désespérée. Les jours des colons sur l'île de Roanoke étaient comptés. Dans ce but, Wingina, le chef de la tribu Seketan, a conçu un plan pour couper l'approvisionnement en nourriture des colons, les obligeant à chercher de la nourriture en petits groupes. Divisés, ils sont devenus des cibles plus faciles pour la tribu Seketan. Cependant, en juin 1586, Lane a appris le plan de Wingina et a fait tuer le chef avant qu'il ne puisse le mettre en œuvre. Naturellement, cet acte n'a pas vraiment rendu les colons chers aux tribus algonquiennes, portant les tensions à leur paroxysme. Heureusement pour Lane, un autre explorateur anglais, Francis Drake, est arrivé sur l'île de Roanoke à cette époque. L'arrivée de Drake a été rien de moins qu'une bouée de sauvetage pour Lane et son peuple, leur permettant de s'échapper du conflit qui s'intensifiait. Initialement, le plan était simplement de s'échapper vers une autre partie du Nouveau Monde sous la protection de Drake. Cependant, lorsque ce plan a également été contrecarré, cette fois par un ouragan, Lane a opté pour une autre stratégie de sortie. Naviguer de retour vers l'Angleterre en juin 1586. Malgré un tel tournant désastreux des événements, certains explorateurs ont persuadé Raleigh de tenter une autre colonisation, avec White parmi eux. Bien sûr, cette tentative n'avait rien à voir avec l'île de Roanoke, car cette région n'était plus sûre pour les Anglais. L'un des partisans d'une nouvelle tentative, Richard Haklett, a suggéré la baie de Chesapeake comme site pour la nouvelle colonie. Raleigh a accepté, approuvant une charte établissant la ville de Raleigh dans la région le 7 janvier 1587. La charte a également nommé White gouverneur de la ville, lui attribuant 12 assistants. White et les 12 assistants faisaient partie des quelques 115 personnes qui ont accepté de rejoindre cette nouvelle colonie. La liste comprenait également la fille enceinte de White, Eleanor Dare, et son mari, Ananias.
Par conséquent, pour la première fois, la liste des colons comprenait des femmes, environ 17 pour être exact. Il y avait aussi 11 enfants. Mais savez-vous ce qui n'était pas inclus dans cette liste? Les forces militaires. Cette fois, aucun soldat n'était à bord des navires, marquant la deuxième tentative de colonisation. Gardez cela à l'esprit pour plus tard. Les colons ont quitté l'Angleterre le 8 mai 1587 sur 3 navires. Ils sont arrivés à Roanoke en juillet. Maintenant, vous vous dites probablement, n'était-il pas censé aller à la baie de Chesapeake? Absolument, il l'était. Cependant, le navigateur Simon Fernandez aurait refusé de conduire les colons le long de la côte atlantique car cela prendrait trop de temps. Fernandez aurait voulu avoir suffisamment de temps pour piller les navires espagnols à la recherche de trésors avant de retourner en Angleterre. Alors, résumons la situation. Nos colons sont maintenant forcés de rester sur l'île de Roanoke face à la présence menaçante de tribus amérindiennes hostiles, le tout sans aucun soldat parmi eux. Ça ne s'annonce pas bien, n'est-ce pas? Pour aggraver les choses, les colons allaient bientôt manquer de provisions, car ils ne pouvaient pas compter sur des réapprovisionnements de la part des tribus locales. De plus, Eleanor a donné naissance le 18 août 1587, apportant une fille dans un monde rempli d'incertitudes, de pénuries et de dangers. Néanmoins, la fille a été baptisée Virginia en l'honneur du fait qu'elle était le premier enfant anglais né dans le Nouveau Monde, ou Virginia, comme la reine Élisabeth a proclamé cette région. La naissance de sa petite fille a probablement été l'un des derniers éléments qui ont poussé White à retourner en Angleterre et à chercher de l'aide pour la colonie en difficulté, bien qu'à contre-cœur. Il a donc fait exactement cela à la fin du mois d'août 1587. Son plan était de sécuriser davantage de fournitures Tomekos pour les colons et de commencer son voyage de retour en mars 1588. Mais, comme le hasard l'aurait voulu, son plan deviendrait l'un des nombreux plans échoués et malheurs entourant la colonie de Roanoke. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Eh bien, juste un petit problème d'une guerre totale avec l'Espagne à l'horizon. Juste au moment où White est arrivé en Angleterre en novembre 1587, un conflit massif a éclaté entre la Royal Navy et l'armada espagnole. La reine Élisabeth a immédiatement appelé tous les navires à affronter la puissance navale espagnole. Cependant, les navires que White prévoyait d'utiliser pour retourner vers le Nouveau Monde ne pouvaient en aucun cas résister à la puissance maritime de l'armada espagnole. Donc le conseil privé lui a interdit de les utiliser. L'année 1588 était principalement réservée à l'enquête espagnole sur la colonie de Roanoke. Les Espagnols craignaient que les Anglais ayant établi une puissante emprise sur le Nouveau Monde qui pourrait menacer les intérêts espagnols. C'est pourquoi ils collectèrent des renseignements sur les colonies de Roanoke depuis 1585. En 1588, Vicente González, un explorateur espagnol, a été ordonné par le roi d'Espagne, Philippe II, de fouiller la baie de Chesapeake. González est revenu les mains vides de la baie, mais a réussi à découvrir accidentellement Port Fernando le long des banquises extérieures. Pensant que c'était une base secrète anglaise, il est retourné en Espagne pour rapporter ses découvertes. Le roi Philippe prévoyait de lancer une attaque sur cette base secrète immédiatement, mais a été empêché par la défaite de son armada. C'est vrai, la soi-disant Armada Invincible n'a pas tout à fait été à la hauteur de son surnom. Elle a été vaincue au large de la côte de Gravelines en France par la force navale anglaise commandée par Lord Charles Howard et notre bon ami Sir Francis Drake. Encore une fois, Drake résout la situation. La bataille finale a eu lieu le 29 juillet, forçant l'armada dévastée à se retirer vers le nord en Écosse. Lorsque les navires restants sont rentrés en Espagne, la moitié de l'armada initiale avait disparu et environ 15 000 âmes avaient péri. Cependant, il faudrait presque 2 ans avant que White puisse retourner à l'île de Roanoke pour apporter du secours à sa colonie. Il a commencé son voyage le 20 mars 1590, près de 3 ans après son départ. Il est arrivé à l'île de Roanoke le 18 août 1590, qui était, par coïncidence, le 3e anniversaire de sa petite fille. Cependant, il n'y aurait pas de célébration, car sa petite fille était introuvable, tout comme le reste de la colonie. Le groupe de White a trouvé des traces fraîches dans le sable, mais n'a aperçu ni personne, ni colon, ni tribu. L'une des premières choses qu'ils ont vues était de 3 lettres gravées sur un arbre, C-R-O. Lorsqu'ils sont arrivés à l'ancienne entrée de la colonie,
Ils ont également vu le mot Croatoan gravé sur l'un des poteaux. White a interprété ces deux inscriptions comme un signe que les colons s'étaient pacifiquement relocalisés sur l'île de Croatoan, aujourd'hui connue sous le nom d'île de Hatteras. Mais pourquoi était-il si confiant à ce sujet? Eh bien, parce qu'en 1587, il avait donné pour instruction aux colons de laisser un code secret indiquant leur destination au cas où ils auraient besoin de se relocaliser pour une raison quelconque. Ainsi, le groupe de White a prévu de se rendre à l'île de Croatoan le lendemain, située à seulement 50 miles au sud de l'île de Roanoke. Maintenant, à ce stade, serez-vous même surpris si nous vous disons que rien ne s'est passé comme prévu? Cette fois, un câble d'ancre a cassé sur le navire qui était censé naviguer vers l'île de Croatoan, le Hopewell. L'équipage prévoyait de passer l'hiver dans les Caraïbes et de retourner aux banquises extérieures au printemps 1591. Cependant, ce plan a également échoué. Pas de surprise là-bas. Hopewell a été dévié de sa route et a été contraint d'essayer d'atterrir aux Açores, au Portugal. Des vents forts ont également mis fin à ce plan, forçant Hopewell à retourner en Angleterre. Le navire est arrivé dans son pays d'origine le 24 octobre 1590. White ne retournerait jamais à l'île de Croatoan, ni ne saurait avec certitude ce qui est arrivé à sa colonie, y compris sa fille et sa petite-fille. Il se retira dans une maison en Irlande et rédigea un compte-rendu de son voyage en Virginie en 1593, suggérant que la colonie pourrait encore être en vie. Fait intéressant, Raleigh ne se souciait pas particulièrement de la disparition de la colonie. Tout ce qui lui importait, c'était que tant qu'ils étaient considérés comme vivants, ses revendications sur la Virginie étaient invalides. Cependant, il a lancé une enquête officielle sur la question, naviguant vers les banquises extérieures en 1595. Mais comme il s'est avéré, ce voyage avait un tout autre objectif non lié aux colons. Trouver Eldorado, la légendaire cité de l'or. Contrairement à Raleigh, de nombreux chercheurs ultérieurs ont exprimé un véritable intérêt pour trouver les colons perdus. Énumérons-les et leurs découvertes dans un style rapide. Bartholomew Gilbert, 1603 a navigué vers la baie de Chesapeake, mais a été tué par les Amérindiens dans un lieu inconnu. John Smith, 1607 à 1609, a enquêté sur un lieu mystérieux appelé Pacrocanic, après l'établissement de la colonie de Jamestown, mais n'a trouvé aucune trace des colons. William Strachey, 1610 à 1612, a écrit l'histoire du voyage en Virginie, Britannia après avoir visité Jamestown, suggérant un massacre à Roanoke. Et John Lawson, 1701 à 1709, l'actuelle île de Hatteras, et supposait que la colonie de Roanoke s'était assimilée aux tribus amérindiennes. Après l'enquête de John Lawson, l'intérêt pour la colonie de Roanoke et son sort a presque entièrement diminué. Près de 140 ans se sont écoulés avant qu'il ne soit renouvelé. Tout cela grâce à une histoire de magazine de 1837 introduisant le mythe de Virginia Dare, la petite-fille de White et le premier enfant anglais né dans le Nouveau Monde. Cet article a également été le premier à faire référence à la colonie de Roanoke comme la colonie perdue, ajoutant un puissant élément d'intrigue historique à cette histoire déconcertante. Les recherches sur la colonie perdue se sont poursuivies et continuent encore plus de 180 ans plus tard, et pourtant, personne n'a pu trouver de preuves définitives de ce qui est arrivé aux colons. Mais comme nous l'avons mentionné lors de la présentation de cette vidéo, les théories ne manquent pas. Théorie numéro 1. Les colons se sont assimilés aux tribus amérindiennes. Cette spéculation est apparue dès 1605 et reste l'une des explications les plus populaires à ce jour. Étant donné que le mot « Croatoan » était la seule preuve tangible laissée par la colonie, cela ne devrait pas être surprenant. Donc, selon cette théorie bien acceptée, la plupart des colons se sont rendus à l'île de Croatoan vers la fin de 1587 et s'y sont installés. Cependant, l'inscription Croatoan n'était pas la seule preuve de cette théorie. Depuis 1998, le projet Croatoan vise à étayer cette histoire avec des preuves archéologiques. Leurs chercheurs ont visité des villages Croatoan et ont trouvé de nombreux artefacts et objets que seuls les colons anglais utilisaient ou possédaient. Il y a aussi l'existence supposée des soi-disant pierres Dare. Certains universitaires pensent que ces pierres contiennent des gravures faites par la fille de White, Eleanor, pour son père, lui racontant le sort de la colonie. Cependant, nombre d'érudits considèrent ces pierres comme une supercherie.
Mais ce qui n'est certainement pas une supercherie, ce sont les récits de Lawson, qui a visité l'île de Croatoan au début du XVIIIe siècle. Il prétendait que certains des Croatoans avaient les yeux gris, une caractéristique peu probable pour les Amérindiens. Cela l'a amené à croire qu'il y avait des descendants des colons de Roanoke vivant parmi les Croatoans. Bien sûr, cela signifierait également que les colons sont arrivés à l'île de Croatoan. Mais cette île n'est qu'une des destinations suggérées par ceux qui croient que la colonie de Roanoke a survécu. D'autres théories suggèrent que les colons auraient pu se déplacer vers l'ouest, à travers l'Albemarle Sound, pour atteindre la rivière Chowan. Une petite ville amérindienne nommée Metakem a également été identifiée à proximité, et on pense qu'elle a accueilli certains des colons. Pourquoi? Parce que les chercheurs ont trouvé des preuves suggérant que les Anglais y vivaient. Parmi ces choses, on trouvait de la poterie anglaise traditionnelle, appelée borderware, un crochet en métal probablement utilisé pour tendre des tentes, un aiglé et un petit tube en cuivre utilisé pour fixer les fibres de laine. Mais quelle que soit la destination, une chose est sûre. La colonie n'est pas restée entièrement unie. Après tout, il n'y avait pas une seule tribu ou village amérindien qui pouvait soutenir plus de 100 personnes. Donc, même si la majorité de la colonie s'est rendue à l'île de Croatoan, le reste a probablement été divisé en petits groupes et dispersé. Il y a aussi une théorie selon laquelle un petit groupe est resté sur l'île de Roanoke pour informer White sur la localisation des colons. Maintenant, comme nous le savons, aucun colon n'était là lorsque White est revenu, ce qui pourrait suggérer qu'ils n'ont pas vécu assez longtemps pour raconter l'histoire. Malheureusement, c'est à peu près ainsi que se terminent toutes les théories suivantes, avec la mort des colons. Même ceux qui croient que certains membres de la colonie de Roanoke ont initialement survécu craignent que les guerriers des tribus Powhatan et Pamunkey ne se soient mis en route pour les tuer après un certain temps. Leur objectif était d'empêcher de nouveaux colons de prendre leurs terres. Cela nous amène à la théorie numéro 2. Les colons ont été anéantis par des tribus amérindiennes hostiles. Nous avons déjà passé en revue cela. Les tribus amérindiennes locales n'étaient pas exactement friandes des colons anglais avant l'établissement de la colonie de Roanoke. Bien que toutes les tribus n'étaient pas hostiles, beaucoup l'étaient, ce qui était plus que suffisant pour éliminer la centaine d'Anglais, environ, qui s'étaient installés. 2 tribus sont soupçonnées d'avoir été impliquées dans l'annihilation de la colonie de Roanoke, les Sequetan et les Powhatan. Si vous vous souvenez, la tribu Sequetan avait vu son chef tué par un Anglais, leur donnant ainsi toutes les raisons de vouloir riposter et de se débarrasser une fois pour toutes des colons. Quant à la tribu Powhatan, le chef lui-même, également nommé Powhatan, a dit au capitaine John Smith que les colons de Roanoke avaient été tués par sa tribu pour les empêcher d'accueillir de nouveaux colons. Maintenant, cela ne signifie pas nécessairement que tous les colons ont été tués en une seule fois. Mais la plupart d'entre eux ont probablement subi ce sort macabre à la fin. Selon la 3e théorie, ce n'étaient pas les tribus amérindiennes qui ont mis fin à la colonie perdue, mais Mère Nature qui l'a fait. Vous voyez, la vie de la colonie de Roanoke dans le Nouveau Monde était une lutte acharnée pour la survie. La colonie avait des ressources limitées, traversait un terrain inconnu et impitoyable, et luttait contre de nombreuses maladies causées par des microbes nouvellement rencontrés. Ainsi, de nombreux chercheurs pensent que les colons ont succombé à la famine et à la maladie bien avant que les tribus locales puissent intervenir. La prochaine théorie, se terminant par la mort, implique également Mère Nature, mais cette fois, c'est la mère qui aurait pu revendiquer la vie des colons de Roanoke. Selon la 4e théorie, les colons ont essayé de retourner en Angleterre par leurs propres moyens dans le navire laissé par l'expédition de 1587. Ce navire aurait pu se perdre en mer, ce qui expliquerait à la fois l'absence du navire et des colons de l'île de Roanoke. Cependant, le navire n'était pas assez grand pour transporter toute la colonie. Par conséquent, même si la théorie numéro 4 est correcte, au moins une partie des colons a dû rester dans le Nouveau Monde, laissant leur sort incertain. Les colons qui ont embarqué sur le navire ont probablement évité la route standard à travers l'Atlantique, craignant une attaque espagnole. Ils auraient donc pu soit tenter un trajet direct vers l'Angleterre, soit naviguer vers le nord, espérant atteindre les flottes de pêche anglaises dans le golfe du Maine. Pour la dernière théorie, se terminant par la mort, la théorie numéro 5, les coupables probables sont les Espagnols. Certains chercheurs pensent que les colons auraient pu rencontrer une fin sanglante aux mains des Espagnols marchant vers le nord depuis la Florida. Cependant, toutes les théories impliquant des attaques violentes et soudaines sur la colonie de Roanoke, ou du moins une partie de celle-ci, sont souvent remises en question. Pourquoi?
parce qu'aucun corps ou restes humains de quelque nature que ce soit n'ont été trouvés dans la région. Bien entendu, cela pourrait avoir de nombreuses explications. Mais et vous? Quelle théorie vous semble la plus plausible? Ou avez-vous une autre théorie sur ce qui aurait pu arriver à la colonie de Roanoke? Nous souhaitons néanmoins recevoir de vos nouvelles. Partagez toutes vos opinions sur ce morceau de mythologie américaine dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous aimez ce genre de vidéos historiques, n'oubliez pas de consulter également ces autres vidéos que nous avons. Merci d'avoir regardé.